Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine dans À table avec Annabelle. Et avant qu'on puisse plonger directement dans notre sujet, eh bien je voulais encore remercier nos partenaires. Merci à vous parce qu'on reçoit de beaux témoignages. Et on a reçu ces témoignages lors du live de guérison avec les caddies d'une sœur qui a été guérie d'une arthrose dans la hanche gauche avec des douleurs aussi dans les jambes qui duraient depuis 2 ans. Et ce, jour et nuit, douleur dans la hanche, douleur dans les jambes. Et cette femme a été entièrement guérie. Les douleurs sont parties, les douleurs sont terminées, c'est fini. Et cette femme me disait, je suis partenaire et mon église aussi est partenaire. Alors merci à vous de nous soutenir, merci à votre église. Et puis pourquoi pas, ça peut être une bonne idée que de pouvoir motiver son église à devenir partenaire, à pouvoir soutenir EMCI. Ça peut être une alternative en plus d'un partenariat personnel. Alors merci à toutes les églises qui ont eu cette bonne idée que de devenir partenaires ensemble. Et on vous salue et on vous remercie, toutes les églises à la francophonie partenaires avec EMCI TV. Et Aurélie, aujourd'hui, eh bien, nous allons recevoir un docteur, figure-toi, docteur Azadeh, qui est docteur en médecine générale depuis plus de 20 ans maintenant. Alors, on va pouvoir faire une consultation si clair, tu veux. Je vais profiter à fond. T'as plein de questions. Oui, comme toujours. Déjà, quand on s'est préparé tout à l'heure, on a fait quelques tests, on avait déjà quelques questions pour elle. Alors, on va essayer de lui poser des questions qui vont vous servir à vous, pas que à nous. Ce sera pas nos questions perso, mais les questions, peut-être que on aimerait poser quelquefois à un docteur, et puis alors quelquefois on va pas voir de docteur parce qu'on n'y a pas accès, et puis d'autres fois, on peut être un peu aussi, je sais pas, embarrassé de poser certaines questions. Et alors, parfois, qu'on n'est juste pas, dans le sens qu'on ne sait pas ce qui est bon pour notre santé dans la saison dans laquelle on est. Donc, Exactement. Donc, c'est très juste ça, Aurélie. Donc, eh bien, nous accueillons tout de suite sur le plateau de la table le docteur Azadeh. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci pour votre accueil. Donc, je disais, ça fait maintenant plus de 20 ans que vous exercez et en médecine générale. Et ce qui est, vous disiez tout à l'heure avant qu'on commence l'émission, ce qui est un appel. Et un appel, et puis ça fait que vous vous retrouvez aussi au cœur de la vie de plein de personnes. Et sachant que le domaine de la santé, c'est un domaine, le domaine médical, c'est un domaine qui nous donne accès à pas mal d'intimité dans la vie des gens, mais on n'est pas là pour en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, que Dieu vous bénisse et vous conduise dans votre travail. Aujourd'hui, on est là pour une consultation gratuite. C'est bon. Consultation gratuite, plus orientée sur la santé des femmes. Alors peut-être pour commencer, on pourrait... c'est quoi un petit peu une bonne hygiène médicale, dans le sens, qu'est-ce qu'une femme devrait faire et est-ce qu'elle devrait aller chez le docteur, même si elle trouve qu'elle est en bonne santé, au niveau, on parle de check-up, est-ce que c'est quelque chose qui doit être fait régulièrement et obligatoirement? Alors, il y a l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, qui a une citation que j'aime bien qui dit « Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore ». Il ne faut pas être hypochondriaque du tout. Alors, je ne dirais pas à mes patients hypochondriaques, parce que j'en ai, ceux qui sont super précautionneux, qui ont peur d'être malades, qui entendent un truc sur Internet. Le collègue a eu un cancer du cerveau, peut-être que ça va m'arriver. Bref. Mais c'est vrai qu'il faut être sage. On est vraiment fait corps, âme, esprit. Il y a des domaines de notre vie dont on prend particulièrement soin. Il y en a qui vont être vraiment dans le culte du corps et c'est pas bon, aucun excès n'est bon. Et parfois, effectivement, on peut négliger son corps si on ne l'entend pas. Dieu merci s'il va bien. Mais cela dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc là, effectivement, de toute façon, alors je sais pas, selon les pays, il y a des recommandations d'un point de vue prévention. Là, on parle des femmes en particulier sur le plan gynécologique, il y a des suivis particuliers, réguliers à avoir, que ce soit l'ophrotie cervico-vaginale, que ce soit l'examen des seins. Donc tout ce qui est domaine gynécologique, c'est une chose. Et c'est vrai que selon certains pays, il y a des tests de prévention qui sont envoyés, même systématiquement, automatiquement, pourvu que la personne y réponde et aille le faire. Mais il y a beaucoup de moyens en place et selon les facteurs de risque aussi dans la famille. Je veux dire, quand on est issu d'une famille où il y a beaucoup de problèmes cardiaques, surtout si c'est chez des jeunes, des moins de 50 ans, par exemple,
Ça, c'est qu'il y a une alerte à avoir et se dire, bon, il y a quand même un environnement génétique, un capital génétique que je porte peut-être et qui n'est pas forcément en ma faveur. Donc, je dois davantage aller effectivement consulter. En tout cas, se confier à un médecin, au moins une fois par an, à partir de 40 ans, franchement, c'est indispensable. Une fois par an, aller Ok. voir son médecin généraliste qui aura tout type de problème, faire une prise de sang, tout simplement globale, où on voit la plupart des choses. Et selon les facteurs de risque familiaux, selon les résultats des tests, il y aura d'autres examens qui pourront se rajouter. Y aller sereinement, mais une fois par an, avec Mhm. en toute sagesse en fait. Mhm. Donc, une fois par an, une consultation et une prise de sang, un petit bilan sanguin pour vérifier que tout est OK. Bah, c'est Tout super à ça fait. déjà. Donc, pour Ouais. toutes les femmes de 40 ans et plus. Oui, mais Ou dans au le moins bilan 40 ans. sang, Après, ouais. au préalable, pardon, si on prend par exemple la pilule, etc., quand on est déjà dans un rouage de suivi, il y a des examens qui vont se faire de façon un peu plus rapprochée. Mhm. Moi, je me rends compte que les jeunes deviennent de plus en plus hypochondriaques, avec une peur de la Ah ouais. maladie à cause de tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, Mhm. etc. Ils ont une conscience des maladies et une peur, vraiment une angoisse qui s'installe, qui est due à beaucoup de facteurs. Avec le Covid, évidemment, ça s'est complètement décompensé. Donc, il y en a que je dois rassurer. Hein. Donc, je rassure quand même les plus jeunes qui sont en bonne santé, comme ça a été dit, et qui ne sentent pas le besoin d'aller consulter. Pas forcément besoin. Ce qui est bon quand on fait du sport, n'est-ce pas? Parce que ça fait partie de soigner son corps. Hein. Et ça, à tout âge, on devrait faire suffisamment de sport pour de temps en temps, en tout cas dans le pays où je suis, on va consulter pour un certificat d'aptitude au sport. Donc là, c'est aussi Mhm. l'occasion encore de faire un examen par le médecin. Et c'est lui qui va juger bon si on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, s'il faut faire quand même une prise de sang ou pas. Mhm. Mhm. Et du coup, quelles sont les précautions peut-être à prendre quand on est jeune? Je parle de la jeune vingtaine, peut-être trentaine. Quelles sont les précautions à prendre à part cette prise de sang-là? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place de façon simple dans notre vie pour être en bonne santé? Alors déjà, je dirais, il y a des choses qui sont de bon sens. On connaît tous la leçon, ce qui est bon à faire, ce qui n'est pas bon, ce qui est bon à faire, ce qui n'est pas bon à faire, hein, ce qui est mauvais même. Mhm. Évidemment, tout ce qui est tabac et alcool, tout ce qui est usage de choses excitantes, tout ce qui est usage de produits, que ce soit le café, le thé, des choses qui sont très tachycardisants, etc. C'est pas bon. Donc, Mhm. tous mes jeunes, je les prends à part. Je dis surtout, tu ne commenceras jamais à fumer. Ne t'y mets jamais. Le mal que tu auras à t'arrêter alors que tu te crois le tout-puissant là maintenant, tu sais. Parce que tous ceux qui veulent s'arrêter à 40, 50 ans aujourd'hui et qui pleurent et qui veulent des pâtes et je ne sais Mhm. pas quoi, je dis, ils ont du mal. Ils ont du mal, mais ils ont commencé au début à ton âge en pensant qu'ils allaient y arriver. Donc déjà, Mhm. évidemment, ne certainement pas mettre le doigt dans un engrenage duquel on Mhm. voudra pleurer pour sortir après. Donc surtout ne Mhm. pas tester ces choses-là déjà. Après, évidemment, la bonne hygiène de vie, parce que c'est surtout jeune que ça commence. C'est là où on est Mhm. en plein dynamisme de santé, d'énergie et d'idées et de vouloir absolument conquérir le monde, qu'on va le moins dormir, qu'on va le moins bien manger, qu'on voudra faire tout ce qu'il ne faut pas. Mais en fait, les bonnes habitudes s'installent dès la jeunesse, en fait. C'est surtout chez les femmes, on parle des femmes, on parle de l'ostéoporose à partir de la ménopause, notamment quand ça arrive, c'est-à-dire c'est l'os, en fait, c'est le squelette de la femme, en fait, qui s'appauvrit, en fait, en calcium. Et du coup, il y a des douleurs qui peuvent s'installer, des fractures très faciles qui arrivent dès la moindre chute, etc. Et malheureusement, beaucoup de personnes âgées, en fait, même si elles ont vécu longtemps, quand elles font une chute, une malheureuse chute, qui va provoquer une fracture du col du fémur, une Mhm. hospitalisation, en fait, qui est à un âge avancé, va leur coûter tellement que souvent, c'est à ce moment-là aussi que ces personnes-là, en fait, partent, qu'elles décèdent. Mhm. Donc, et Mhm. ce capital osseux si important chez la femme, en fait, se constitue pendant sa jeunesse, pendant son adolescence. Tout ce qu'on ingère au jour d'aujourd'hui, comme produits laitiers, produits calciques, etc. La vitamine D que l'on prend pour que cela permette au calcium de se fixer sur l'os, en fait, c'est maintenant que ça joue. Et souvent, on pense Mhm. que bon, ben, certes, c'est que après la ménopause que ça se joue. Non. Maintenant, on est en train de constituer ce capital-là. Donc, c'est très jeune, effectivement, que j'encourage à bien manger, à bien dormir, à faire de l'activité physique, à faire du sport. Surtout que bah, les jeunes sont de plus en plus sédentaires Mhm. avec les Mhm. écrans. Tout se joue sur les écrans. Il y a une espèce d'addiction. Enfin, il y a beaucoup d'addictions même aux écrans. Mhm. Donc, leur faire réaliser que ton corps, là, il va pas te suivre longtemps comme ça. Tu as beau en profiter là maintenant parce que tu te sens le tout puissant avec, mais sache que il peut avoir le dernier mot après lui.
parce qu'il fait partie de ta vie. C'est lui qui est ton carcasse qui va te mener le plus loin possible. Après, c'est ton véhicule. Si tu l'alimentes pas, il va te lâcher. Et malheureusement, il y a des fois, le mécanicien pourra même rien faire dans ce domaine-là. Et comment est-ce qu'on peut booster son système immunitaire? Il y a plein d'astuces par rapport à ça. Mais toujours, je reviens, c'est les bases. Hein. Vous allez dire, mais il dit la même chose. Mais évidemment, on parle du corps. Le corps a besoin de bien manger, de bien dormir, de bien s'hydrater. Et quand on parle des 5 fruits et légumes par jour, franchement, c'est pas un mythe. Moi, je vous mets au défi, c'est ce que je leur dis, parce que je vois plein d'étudiants qui viennent, ils sont fatigués. Et je comprends. On fait tous les examens, il y a rien. Est-ce que tu dors bien? On voit déjà qu'il y a un truc qui cloche. On va jouer là-dessus. Est-ce que tu manges? Et ils ne déjeunent pas, la plupart ne prennent pas de petit déjeuner au matin. Donc, je les mets au défi. Je dis pendant 15 jours à un mois. Quand on a un délai devant soi, on est plus motivé, on dit, OK, je vais essayer après, si j'en ai marre, j'arrête. 15 jours à 30 jours. Essayez 5 fruits et légumes par jour. Et vous allez voir s'il n'y a pas une différence. Ça vaut les meilleures vitamines. Après, ce que je conseille, quand on est effectivement en période de stress, quand on est en période où on enchaîne les infections ORL à répétition parce qu'on est surmené, parce qu'on est exposé à la collectivité, les transports en commun, etc. Que malheureusement, ça peut arriver qu'on soit un peu dans une phase où le travail demande beaucoup d'énergie et donc on dort moins. Et quand on est malade, je recommande vraiment la vitamine C. La vitamine C 1000, un comprimé par jour, soit 10 jours quand on est en phase aiguë d'une maladie, soit un bon mois quand on veut vraiment juste requinquer son système immunitaire. Après, il y a plein d'autres choses, que ce soit le magnésium pour plus détendre ses muscles, pour mieux dormir le soir. Le zinc aussi, ça renforce les défenses immunitaires. Plein de choses qui sont là dans les pharmacies, en parapharmacie. Mais normalement, que l'on trouve dans une bonne hygiène de vie, dans les fruits et les légumes, on retrouve de la vitamine C. Donc, quand on a une hygiène continue, le corps, il s'alimente continuellement. Et malheureusement, parfois, quand on a besoin finalement des moyens pharmaceutiques, c'est qu'on est un petit peu en situation de crise. Donc oui, quand on a une infection, prendre de la vitamine C 1000 pendant 10 jours, ça, je le recommande fortement, par exemple. Et en fonction des saisons aussi, par rapport au système immunitaire, est-ce qu'il y a des choses spécifiques à faire? Par exemple, en hiver, est-ce qu'il y a des choses à faire? Et pour des personnes peut-être qui n'ont pas d'hiver, qui vivent dans des pays plutôt très chauds, est-ce qu'il y a des choses spécifiques à faire pour booster notre système immunitaire à ce moment-là? Ce sera toujours les mêmes aliments, finalement, ce sera toujours les mêmes vitamines. Ce que je rajouterais par rapport à cette question, c'est la vitamine D. La vitamine D, dans les pays ensoleillés, on en fabrique naturellement, puisque ça se fabrique en fait au bronzage, c'est au niveau de la peau, c'est au niveau cutané que ça se fabrique. La vitamine D a des vertus, je l'ai dit tout à l'heure, qu'en fait, ça fixait le calcium sur l'os. Mais ça a des vertus aussi par rapport aux défenses immunitaires, ça renforce les défenses immunitaires. Ça, on s'en est rendu compte pendant le Covid, justement. Donc, les personnes qui étaient atteintes, on leur donnait du zinc, de la vitamine C, et c'est ce qu'on fait toujours, et de la vitamine D d'ailleurs. Donc, dans les pays moins ensoleillés, où évidemment, on va être en carence de vitamine D, il est recommandé en fait de prendre une dose régulière. Donc, la dose va dépendre selon l'ensoleillement du pays. En moyenne, c'est à peu près, c'est une dose de 50 000, en tout cas, ici en France, ce sera cette dose-là, mensuellement, automne et hiver. Parce qu'après, il y a un peu d'ensoleillement et on en fabrique. Je voulais aussi poser une question concernant les infections urinaires. Ça, c'est quelque chose dont j'entends souvent parler. Beaucoup de femmes qui ont des infections urinaires à répétition. Alors, ça vient d'où? Certaines ne consultent pas d'ailleurs, elles s'automédicamentent. Parce qu'elles ont déjà eu un traitement une fois ici et là. Est-ce que c'est quelque chose de recommandable? Alors, il faut comprendre son corps pour mieux le soigner. Déjà, les infections urinaires, ça vient de quoi? Parce qu'il y a beaucoup de fausses idées là-dessus, qui pensent que c'est parce que les toilettes qu'ils ont fréquentées étaient sales, etc., ou que ça pourrait être même une maladie sexuellement transmissible. Eh bien, pas du tout. En réalité, c'est les propres germes rectaux, que ce soit homme ou femme, c'est les propres germes rectaux de la personne qui l'infectent devant. Puisqu'en fait, entre l'anus et le méate urinaire, c'est-à-dire l'entrée ou la sortie des urines, le trajet est court, surtout chez la femme. Donc, il y a une contamination plus fréquente chez la femme. Donc, d'où l'intérêt de beaucoup boire
pour faire beaucoup pipi, parce qu'inévitablement, les germes rentrent continuellement. Donc, le fait de faire beaucoup pipi va les drainer, va les sortir régulièrement. Donc, vous voyez, encore une fois, on revient bien s'hydrater. C'est 1,5 litre par jour, l'hydratation qui est recommandée. Mais pas pour retenir ses urines. Moi, j'ai des patients qui me disent, mais je bois beaucoup. Oui, mais vous travaillez dans quoi? Vous allez aux toilettes? Ah non, j'ai pas le temps. Donc, ça sert à rien. Il faut faire pipi. Il faut aller aux toilettes, sortir ces germes-là. Et donc, après, il y a aussi certaines hygiènes, en fait, à avoir. Vous me parliez des femmes qui en font à répétition. Soit, effectivement, il y a des facteurs favorisants qu'il faut connaître, donc je vais vous en parler pour améliorer ça. Mais aussi, effectivement, il y a des femmes chez qui, malheureusement, c'est leur point faible. En cas de stress, elles vont déclencher ce qu'on appelle, c'est une cystite, c'est-à-dire que ça reste localisé quand l'infection elle est basse au niveau de la vessie. Mais si c'est pas soigné, l'infection elle peut remonter jusqu'au rein et là ça va donner pyélonéphrite, c'est plus grave. Là, on a de la fièvre, des frissons, etc. Et là il faut absolument consulter parce que ça peut aller jusqu'à une septicémie et tout ça. Donc il y a des femmes malheureusement qui en font à répétition. Et c'est pas de chance, je dirais d'une. On peut aussi en faire à répétition à certaines périodes, quand il commence à faire chaud. C'est une période, dès que les grandes chaleurs arrivent, j'ai des femmes effectivement qui vont en faire à répétition, mais c'est parce que du coup, elles se déshydratent un peu, elles font moins pipi. Donc du coup, ça favorise. Et puis après la ménopause aussi, quand il y a une atrophie en fait au niveau des parties génitales et au niveau aussi de l'urètre en fait de la femme, donc ça peut favoriser des infections. Et dans la vie de tous les jours, ce qui le favorise et qui serait bon de savoir pour effectivement y pallier, déjà, comme je disais, c'est les germes rectaux qui viennent devant. Donc, pour éviter cette remontée, déjà se laver dans son hygiène intime quand on est aux toilettes, toujours d'avant en arrière. Jamais l'inverse, bien sûr, pour pas ramener les germes. Il faut aussi lutter contre la constipation. C'est un des facteurs déclenchants. La diarrhée, évidemment, quand la diarrhée est là, c'est parce qu'on va souvent aux toilettes, on s'essuie, donc ça peut venir devant. Après un rapport sexuel, aller faire pipi. Ça sort les germes qui sont rentrés. Il faut éviter de porter des sous-vêtements synthétiques qui vont macérer, qui vont humidifier cette partie-là et qui vont ramener les germes devant. Il vaut mieux porter des sous-vêtements en coton et pas trop serrés, qui rentrent au niveau des parties génitales. Les jeans trop serrés, pareil, qui rentrent. C'est pas bon. Porter des protège-libres sans cesse, sans raison, c'est pas bon. Après aussi, quand on a un sous-vêtement mouillé, et tout ce que je vous dis, c'est en même temps, ça va avec une hygiène des parties intimes, tout simplement. Après, qu'on ait des sous-vêtements mouillés pour une raison lambda, c'est des fuites ou autre, ou quand on porte un maillot, de préférence se changer aussi vite que l'on peut, quoi. Donc, alors vous demandez tout à l'heure, il y en a qui s'automédiquent, est-ce bon, c'est pas bon? Eh ben non, c'est pas très bon. Alors, faut savoir que le cranberry est décrit en fait à des vertus, donc ça se trouve en pharmacie, en parapharmacie. Ça a des vertus en fait d'éviter que les germes ne s'accrochent à la paroi de la vessie et que l'infection ne se mette en route. Donc ça, ce serait de la prévention. Donc ça fait pas de mal. Donc il y a des personnes, il y a des femmes en fait, elles sentent les débuts d'une infection, elles prennent tout de suite ça et finalement ça va, ça décroche. Par contre, quand on a une vraie infection avérée qui s'est installée, il faut quand même consulter. Parfois, on peut en pharmacie avoir des antibiotiques. Donc, il y a des femmes qui prennent des antibiotiques coup sur coup, etc. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, le germe va devenir résistant. Comme ce qui est le problème des antibiothérapies. Au bout d'un moment, le germe devient résistant. C'est pour ça qu'il faut faire des examens avant. Déjà, s'assurer, est-ce vraiment une infection urinaire? Parce que souvent, c'est des brûlures parfois. C'est pas une infection non plus, c'est une irritation locale, etc. Donc, prendre des antibiotiques pour ça, ça en vaut vraiment pas la peine. Donc, de temps en temps, il faut faire une analyse d'urine avant, voir s'il y a un germe avéré, lequel il est. Bon, souvent, c'est les mêmes, parce que c'est les germes rectaux. Et surtout, est-ce qu'il est toujours sensible à tous les antibiotiques? Et là, donner l'antibiotique adapté. Parce qu'à force de s'auto-alimenter par des antibiotiques, c'est pas bon. Et le pire, c'est que quand on fait ça dans le dos de son médecin, on prend des antibiotiques et que c'est pas passé. Et on vient le voir en disant, docteur, j'ai mal, ça passe pas. Ouh. Et là, on est là, ok. Quand est-ce que vous avez pris l'antibiotique? Il y a 2 jours. Ok. On le verra plus, en fait. Le germe, on le verra plus sur l'examen des urines. Parce qu'il est masqué, on dit. Donc, il faut attendre une bonne semaine. Ce que je leur dis, je dis, là, il va falloir serrer les fesses une bonne semaine. Je suis désolée. Et dans une semaine, on refera une analyse d'urine pour voir quel est le germe. Parce que sinon, on va lui courir après. Et en plus de ça, si on traite à l'aveugle en lui courant après, il aura le temps peut-être de monter au rein. Et comme je disais, ça va donner une infection beaucoup plus grave. Donc, il faut quand même aller voir son médecin de temps en temps. On est d'accord.
Par rapport au cycle menstruel, pour les femmes qui ont des règles douloureuses, est-ce qu'il y a une façon de faire pour atténuer les douleurs? Ça, c'est une très bonne question parce que c'est tellement fréquent. Alors, il y a des astuces pour ça. Évidemment, s'il n'y a pas de pathologie sous-jacente, il faudrait quand même au bout d'un moment voir, il peut y avoir des fibromes, il peut y avoir des choses qui expliquent des douleurs très intenses, des kystes, etc. Pour la vie de tous les jours, il faut savoir. Vous savez à quoi c'est dû les douleurs menstruelles? Vous savez c'est quoi le mécanisme ou pas? Non, moi, je Quelques sais pas. personnes le savent, elles sont rares. Figurez-vous, c'est des contractions. Alors, je veux pas faire peur aux jeunes filles qui n'ont pas encore d'enfants parce que moi, je veux pas avoir d'enfants, c'est pas possible, je pourrais pas accoucher. En fait, c'est des contractions. C'est des douleurs, effectivement, de l'utérus qui se contractent un tout petit peu. Donc, ça donne un avant-goût à ceux qui n'ont pas encore accouché de ce que c'est. Mais vous inquiétez pas, mesdames, quand je leur dis, t'inquiète pas. La péridurale existe, c'est une des meilleures inventions du monde, donc ça va aller. Donc, une chose qui serait de bon sens déjà, c'est qu'on se repose physiquement. C'est comme la femme enceinte. Quand elle a des contractions, qu'est-ce qu'on lui dit? Repose-toi, madame, repos, vous bougez plus. Pas de ménage. Voilà. Et c'est pareil, en fait. Et quelques jours au préalable que les règles arrivent. Donc, c'est bon de noter pour se connaître et savoir à quel moment les règles vont arriver. Il y a beaucoup de femmes qui font, des jeunes surtout, qui font pas attention à ça, qui notent pas. Donc, quand on est plus ou moins régulière, ce serait bien de le noter. Et commencer déjà la veille, voire 2 jours avant, à se reposer. C'est pas le moment d'aller faire le shopping la veille, ce que je dis aux jeunes filles. C'est pas le moment de programmer ton shopping la veille où tu sais que tes règles vont arriver le lendemain, tu vas le payer. Parce qu'en fait, les contractions vont être beaucoup plus intenses et plus dures et ça fait mal. Donc, il y a ça. Évidemment, l'utérus, c'est un muscle qui va se détendre. Donc, la chaleur va lui faire du bien. Donc, la bouillotte, la petite bouillotte là, locale. Donc, le repos physique, la bouillotte. Et puis, effectivement, même un bain chaud quand on a l'occasion. Mais après, bon, on a souvent ces règles qui sont là aussi, donc c'est un peu délicat. Mais tout ce qui est bon, c'est de s'entourer aussi de la chaleur. Et puis, bien sûr, il y a aussi des traitements. Il y a des traitements pour ça, médicamenteuses, du coup, j'entends par là. Et quand on a des douleurs très fortes, oui, il faut consulter, faire une échographie. Il peut y avoir d'autres causes pathologiques. OK, donc quand on a, là je parle peut-être plus, par rapport aux mamans, si on a, une jeune fille qui se plaint, de douleurs, vraiment de fortes, douleurs, c'est bon d'aller, consulter parce que quelquefois on peut aller aussi vite. On va prendre un petit cachet, ça va passer et puis un petit peu, se dire: «Bon écoute, fais pas la chochotte, c'est pas non plus, on a toutes nos règles», mais c'est quand même ça peut être une bonne chose que d'aller consulter. Oui, tout à fait. Ça peut être très handicapant. Il y en a qui en vomissent de douleur. Et là, effectivement, c'est pas faire semblant. Et ne serait-ce que l'angoisse quand on est dans son lycée, dans son collège, en collectivité, et puis de ne pas se sentir soutenu, effectivement, de ce que, là, je vais aller à l'infirmerie, mais papa et maman permettront jamais que je sorte, en fait, parce qu'ils ne me croient pas. On est là en même temps pour les accompagner, pour les rassurer. Parce que parfois aussi, il suffit de rassurer, de dire, bon, t'inquiète pas. Et il faut les prévenir aussi. Il faut préparer les jeunes filles à l'arrivée des règles. Beaucoup ne le sont pas. Et même quand ça se passe bien, il faut les prévenir en disant, c'est pas parce que, bon, là, t'as pas mal pour le démarrage, mais un jour, tu pourras peut-être avoir mal. Donc, tu ne t'inquiètes pas, tu vas te reposer, tu vas t'asseoir, tu peux aller à l'infirmerie demander une bouillotte. Voilà, il faut préparer psychologiquement nos jeunes aussi à cela. Et puis effectivement, oui, aller consulter parce que la douleur, c'est pas une fatalité. C'est absolument pas une fatalité. Ça peut devenir même un tel handicap que effectivement, ce sera vraiment source d'angoisse, source d'handicap. Même si c'est momentané, on le sait. Même si parfois il n'y a pas de pathologie, mais il y a des douleurs de règles qui sont vraiment, vraiment intenses pour certaines jeunes filles. Et il y a des traitements aussi et il ne faut pas les laisser dans ce désarroi-là. Et tout à l'heure, quand on parlait, d'infections urinaires, vous avez aussi parlé, d'hygiène intime. Alors j'aurais bien aimé revenir, dessus parce que, on peut lire et entendre toutes sortes de choses par rapport à l'hygiène intime de la femme qui quelquefois aussi, très reliée à la culture et quelquefois il y a même des docteurs qui s'expriment en disant: «Non, ça vraiment c'est quelque chose qu'on recommande pas, c'est dangereux, pour la femme» et cetera. Il y a même quelquefois des célébrités qui s'expriment sur ce sujet-là. Donc, si on met de côté les célébrités, le côté culturel, etc., d'un point de vue médical, c'est quoi avoir une bonne hygiène intime en tant que femme? Alors, c'est quelque chose finalement de simple, ni trop ni peu.
C'est-à-dire qu'effectivement, ce serait à raison d'une fois par jour, peut-être 2 fois par jour quand on a justement les cycles menstruels. Mais ce serait quelque chose de très naturel avec de l'eau ou un savon doux au plus, mais sinon l'eau seule suffit. En tout cas, faut pas utiliser, vous savez, les gels douche habituels qu'on a, qu'on va se nettoyer le corps et puis on va mettre ça au niveau vaginal. Pas du tout. Faut surtout pas faire ça. Il faut que ce soit quelque chose qui a un pH neutre. Et tout ce qu'on utilise Mhm, comme savon pour le corps n'est pas à pH neutre. Et ça va défaire la flore vaginale et provoquer mhm, finalement des mycoses vaginales, etc. Donc, il y en a aussi qui utilisent des gants et qui sont très abrasifs. Et ben, faut pas non plus. Donc, c'est vraiment à la main, avec de l'eau, et ne pas utiliser non plus. Il y en a qui font carrément par exemple, des douches vaginales. Tout ça, c'est très agressif. Le mhm. vagin, en fait, tout ce qui est intimité, en fait, va pouvoir lui-même avec un film, en fait, qui est protecteur, hein. Donc, faut pas non plus gratter tout ça. Donc, Mhm. juste à l'eau, une fois par jour, avec la main. Et après, on se sèche bien, mais sans frotter comme une malade non plus, pas du tout. Ok. Et puis après, tout ce que je disais au niveau de port des vêtements et des sous-vêtements dont je vous Mhm. expliquais, éviter d'utiliser des protège-slips qui n'ont pas lieu d'être. Tout ce qui est parfumé, n'utilisez pas les protège-slips, les serviettes parfumées, c'est pas bon. Et tout ce qui est chimique, hein, finalement, et pareil, les lingettes n'ont pas lieu d'être. Juste à l'eau et quand on est même aux toilettes, voilà, juste du papier toilette non parfumé suffit largement. Ok. Mhm. Ouais. Et on parlait tout à l'heure aussi des douleurs menstruelles. Et puis vous avez dit qu'il y a des cas où c'est des pathologies aussi. Et parfois, Mhm. on entend justement des personnes qui disent qu'elles ont des fibromes ou elles ont des kystes et ça entraîne justement ces douleurs-là. Comment reconnaître ces choses-là et aussi qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y en a aussi beaucoup de femmes qui en souffrent. Qu'est-ce qu'il faut faire si on apprend qu'on a un kyste ou quand on a des fibromes, par exemple? Mhm. Déjà, c'est quoi la différence Alors, entre les deux, kyste et fibromes? ouais, ouais. Alors, déjà, on peut pas le savoir comme ça. Donc, il faut une image, il faut une échographie, parfois même une IRM. Mhm, Donc, ça se passe par le médecin. Et mhm, après, Mhm. bah, le médecin généraliste va dégrossir la chose et puis donner l'indication d'aller voir la gynécologue, le gynécologue. Alors, la différence, c'est quoi? En fait, un kyste, ça va être en fait une boule d'eau. Donc ça, c'est bénin, sauf qu'au niveau taille, parfois, c'est tellement gros que ça peut éclater et devenir même hémorragique. Mais ça provoque des douleurs Mhm. comme ça. C'est au niveau des ovaires, notamment, que ça se met au niveau gynécologique. Les kystes, on peut en avoir partout. On peut en avoir sur le corps, au niveau des articulations, le voir même visuellement au niveau sous sa peau. Ça, c'est bénin, les kystes. Mhm. Mais ça peut provoquer des douleurs selon l'endroit où ça tombe. Ensuite, les fibromes, c'est encore autre chose. Les fibromes, alors, c'est des tumeurs. Alors, j'explique le mot tumeur, parce que les gens vont sur Internet. Oui. Arrêtez avec Docteur Google, s'il vous plaît. Nous, les médecins, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Pas bon. Vous tapez n'importe quoi, Google va vous dire cancer. Donc, non. En fait, tumeur, c'est juste, en fait, quand c'est pas un kyste, qui est une boule d'eau, tumeur, en fait, c'est quand c'est du tissu dedans. Donc, l'échographiste, n'importe qui pourra vous dire, mais il va même pas utiliser ce mot parce qu'il sait que dans la tête des gens, le mot tumeur sonne Et c'est cancer. sûr. Non, tumeur, ça veut dire une boule. Une boule en D'accord. fait où c'est consistant à l'intérieur, c'est du tissu en fait. Mhm. Mais donc un fibrome en fait c'est une tumeur mais qui est bénigne parce qu'on a les tumeurs malignes qui donc sont les cancers, d'accord? Mais une Mhm, tumeur donc peut être bénigne et donc c'est le cas pour les fibromes et ça. Un fibrome peut avoir lieu dans n'importe quel organe hein, au niveau du corps. Hein. Mais donc c'est une excroissance en fait de tissu hein, dont les cellules se sont multipliées, ont donné la boule donc. Et au niveau de l'utérus, ça arrive très souvent, donc on appelle ça des fibromes utérins. Et ça Mhm. se passe à l'intérieur de l'utérus qui ressemble à quelque chose comme ça, là, en cœur. Donc c'est à l'intérieur que ça va se développer. Et en fait, c'est assez fréquent. En moyenne, 20 à 40% des femmes sont porteuses. Hein. Souvent, c'est à partir de 35 ans. Elles sont porteuses de fibromes. Alors chez les personnes, chez les femmes noires, c'est jusqu'à 50%. C'est plutôt autour de Mhm. 50%. C'est plus fréquent chez elles. Et en fait, l'inconvénient de cette excroissance, ces fibromes, c'est quoi? Eh ben, c'est que justement, ça peut donner des saignements abondants. Ça dépendra de la taille. Donc, parfois, c'est pour ça qu'on ne sait pas exactement les chiffres, parce qu'il y a plein de femmes qui en ont, mais c'est des tout petits, elles n'ont pas de symptômes. Donc, on peut dire qu'elles sont peut-être que, voilà, on ne sait pas si elles sont dans les statistiques entre les 20 et 40%, quoi. Et ça peut donner des saignements très abondants, donc plutôt hémorragiques. Et donc, ça va provoquer une anémie, forcément, à force de perdre son sang et le fer qui va avec. On aura moins d'hémoglobine. L'anémie, c'est manque d'hémoglobine.
Donc, on est fatigué, on est essoufflé, on peut être paloche, perte de cheveux, les ongles cassants, ce genre de symptômes. Et surtout aussi des douleurs, puisque c'était ça la question de départ. Ça donne des douleurs, effectivement, pelviennes, des douleurs de règles importantes et beaucoup plus intenses. Ça peut même provoquer de l'infertilité. Hein. C'est parfois les femmes le découvrent parce qu'elles font des fausses couches où on n'arrive pas à avoir d'enfants. Et en fait, lors des tests, on le découvre. En tout cas, les deux se traitent. Il faut savoir que les fibromes particulièrement peuvent vraiment constituer un fardeau psychologique et physique très très important chez la femme. Physique déjà parce que ça fait mal, ça peut faire atrocement mal et donc elles sont obligées de louper leur travail, etc. Et en même temps un fardeau psychologique et social parce que parfois il y a une crainte de ne pas, on maîtrise pas ces maladies-là et malheureusement on n'en guérit pas non plus. On peut les atténuer avec des traitements, mais on n'en guérit pas complètement. Et ça peut être vécu vraiment comme un handicap. Ils ont fait une étude là-dessus d'ailleurs. Ils ont vu que l'handicap psychologique pouvait être décrit à la même intensité chez les femmes qui étaient porteuses de fibromes importants que par exemple celles qui avaient un cancer de sein qu'elles traitaient ou celles qui étaient les personnes qui étaient insuffisants cardiaques chroniques. Donc c'est un handicap parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les règles peuvent d'un coup arriver avec un saignement intensif et puis les douleurs qui clouent vraiment les personnes au lit. Et donc, ça se traite médicamenteusement par des traitements hormonaux. Ça peut se traiter aussi par des gestes en fait chirurgicales, toute une partie de l'utérus parfois, etc. Donc, en tout cas, il y a des solutions pour. Et les médicaments, est-ce que on peut prendre des médicaments périmés? Ça arrive tout le temps d'avoir. Non, mais ça arrive tout le temps d'avoir des médicaments périmés. Tu as des comprimés, voilà, pour la tête, le ventre. Tu te dis bon, et puis ça arrive vite. Quelquefois, tu as des trucs, c'est périmé depuis 1 an. Tu te dis bon, c'est pas très grave. Mais est-ce que c'est vraiment pas très grave ou pas? C'est vrai. C'est pas très grave. En fait, le seul risque, c'est qu'il soit pas assez efficace. Okay. Il sera pas nocif. Il peut pas devenir toxique. Non, pas du tout. Non, il tourne pas mal. Non, ça devient pas. Non, il serait peut-être moins efficace. Et d'ailleurs, j'entendais récemment, il y a à peine un mois, j'entendais à la radio, ils ont fait des études sur plein de médicaments, des comprimés de paracétamol, etc., trouvés comme ça après des décennies. Ils ont vérifié leur efficacité. Et donc, le corps médical est très surpris. Bon, les études sont pas sorties là-dessus. Je vais pas vous dire au bout de 10 ans d'un paracétamol que vous trouvez dans votre table de chevet, on l'a tous fait, ou dans la table de chevet de la mémé chez qui on fait un petit ménage. C'est pas qu'il faut le prendre quand même. Mais c'est impressionnant de voir la durabilité, en fait, de l'efficacité des traitements périmés. Mais bon, voilà. En fait, voilà. Il n'y a pas de risque. On peut toujours tenter le temps de voir votre médecin. Là. Toxique. Ok, d'accord. Ok, ça c'est bon à savoir. C'était plutôt une bonne question, du coup. Et je voulais savoir pourquoi est-ce que les femmes, dans un peu les top 3 des raisons pour lesquelles elles viennent consulter, elles viennent vous consulter, ça va être quoi un peu le top 3 des raisons? Le top 3 des raisons actuellement, très bonne question, je ne me l'étais pas posée. Mais honnêtement, ce qui me viendrait le plus à l'esprit quand je vois les femmes, franchement, c'est plutôt des situations de désarroi. C'est plutôt des situations de surmenage, c'est plutôt des situations où elles portent, elles supportent, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan du couple, ou sur le plan familial ou un enfant. C'est vraiment ça l'une des causes pour lesquelles effectivement on a des consultations longues, des consultations où les suivis sont réguliers, parce que malheureusement quand elles en viennent à l'exprimer, à s'effondrer à mon cabinet, c'est qu'elles ont beaucoup porté, qu'il faut le temps aussi de les aider à remonter. La femme, elle a toujours une tendance, c'est son côté un peu maternel, hormonal, qui fait qu'elle porte. Elle porte tout ce qu'elle porte, elle le porte un petit peu comme un bébé en fait pour elle, que ce soit son investissement au travail, que ce soit son relationnel, que ce soit dans son couple. Je dis pas qu'elle fait forcément bien, on fait tous mal, mais elle porte quelque chose qui, au bout d'un moment, fait qu'elle craque. Et là, effectivement, ça peut être parfois même une consulte qui dure pas longtemps, mais quand elles sont super fortes dans leur tête, décidées, et elles n'ont pas une tendance morose, nostalgique, etc., elles peuvent aller vite de l'avant. Mais ça n'empêche que parfois elles ont juste besoin, ne serait-ce que de me voir, de me parler. Ça arrivait, elles veulent même pas de traitement ni rien,
mais Ouais, juste c'est me ça, dire, j'allais j'ai demander, juste est-ce que besoin de c'était dans parler. le but d'un traitement ou d'un arrêt? Non, c'est juste dans le but, j'ai besoin Tout, il y a de tout. d'exprimer Il y a de dans, tout. dans un Il y a de terrain tout. neutre. Mais ce que je dis, c'est que même dans le meilleur des cas où elles sont super fortes, elles ne veulent même pas de traitement, pas d'arrêt, etc. C'est juste, je fais aussi des vidéos consultations, c'est juste une vidéo en disant, ce matin, au travail, alors là, j'ai pété un câble. Là, alors là, j'en peux plus. Elles vont pleurer un bon coup avec moi. Et après, c'est, non, 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 pour l'instant, je veux pas d'arrêt. Si ça va pas mieux, je vous le dirai, mais j'avais juste besoin de parler, merci. Non. Donc oui, c'est Ok. quand on porte, on a aussi besoin de délivrer, de donner, et juste le bébé à quelqu'un d'autre, et puis se laisser reposer, revenir le chercher s'il le faut. Mais oui, beaucoup, beaucoup. Et puis, comme je vous parlais des jeunes, il y a beaucoup d'adolescents tellement en difficulté que j'ai beaucoup de mamans qui, au niveau de l'adolescent, de leurs enfants, etc., craquent et ça fait craquer leur couple, etc. Donc c'est devenu, oui, un problème de santé. Je suis pas psychiatre, psychologue, hein, mais je porte ça à plein bras dans mon métier de plus en plus. Ok, et c'est vous spécifiquement, ouais, et où c'est assez répandu, vos confrères, c'est la même chose? Oui, alors oui, oui, vraiment, on le voit, hein, on le voit que depuis le Covid, il y a vraiment une fragilité Ah ouais. émotionnelle et psychologique Mm. avec vraiment un bascule de l'autre côté, de plus en plus de besoins d'anxiolytiques, les troubles. Il y a un motif d'ailleurs pour les arrêts de maladie qui font partie en fait de la liste hein, que l'on peut cocher, c'est troubles anxieux généralisés, TAG. Donc c'est pour vous dire, ou le surmenage, hein, ça fait que quelques années que c'est reconnu par la sécurité sociale ici en tout cas comme une maladie reconnue, hein, surmenage au travail, etc. Donc moi personnellement, après ça dépend de la patientèle que l'on a. J'ai des consoeurs ou confrères qui font beaucoup de gériatrie, les personnes âgées. Donc bon, on n'est plus dans le surmenage professionnel, etc. C'est une autre catégorie de personnes. Mhm. Moi, Ouais. personnellement, je fais vraiment la famille et beaucoup plus les enfants et les adolescents ou les adultes, mais jeunes, en fait. Donc, Ok. j'en vois beaucoup parce que j'ai beaucoup de familles Mhm. dynamiques, etc. et qui craquent. Mhm. J'ai aussi peut-être une Vas-y. dernière question pour les jeunes filles chrétiennes qui vont me remercier. C'est en tant que jeunes filles chrétiennes, justement, qui ne sont pas mariées, parfois elles n'ont pas des relations sexuelles, elles ne sont pas activement sexuelles. Maintenant, est-ce qu'elles doivent faire des contrôles aussi tout au long de leur parcours? Alors, non, je dirais que s'il n'y a pas de facteur de risque familial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cancer chez la Mhm. famille premier degré, mère, sœur, etc. Mhm. Alors, on parle de jeunes. En fait, c'est à partir de 40 ans hein, que le dépistage Mhm. des seins va se faire qu'on ait eu relation sexuelle ou pas. Ok. Avant ça, il s'agit des frottis pour quand on a eu des relations sexuelles, c'est les frottis cervico-vaginales. Donc, si on n'a pas eu de relation, c'est pas la peine non plus. Si on n'a pas de douleur de règles ni quoi que ce soit, et qu'on n'a pas de relation, enfin qu'on n'a pas besoin d'aller consulter le gynéco, non, c'est vrai que sur le plan gynécologique, du coup, il n'y a pas de besoin. Ok. Ok. Super. Bah, voilà. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Et alors, on comprend qu'il y a quand même une bonne dose de bon sens. Mais bon, quelquefois, les femmes aussi sont à la solution, sont à la recherche de solutions magiques, éclairs et tout. Alors que bon, bah voilà, de l'eau et des légumes, ça règle pas mal de choses. Et un bon Je vous sommeil assure que aussi. oui. Et Tout à donc, fait. non, mais c'est important de se le rappeler parce que quelquefois, on va chercher des choses compliquées, des choses chères aussi pour Oui. franchement pas grand-chose. Donc, acceptons la sagesse de Dieu dans ces situations. Et puis, Exactement. soyons sages aussi, comme vous nous l'avez rappelé. Soyons sages en allant consulter si on a des besoins aussi, de ne pas attendre. Quelquefois, il y a un peu cette passivité où, parce que bon, on a vu, il y a les gens hypochondriaques, mais quelquefois, il y a des gens aussi, oh, je vais laisser, oh, ben, ça va aller mieux. Et puis finalement, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Donc, il y a des pays où franchement, c'est facile d'avoir des consultations. Profitez-en, parce qu'il y a des pays, c'est compliqué. Donc, si vous avez accès à un médecin généraliste, eh bien, n'hésitez pas à aller faire un contrôle régulier. On l'a dit, ce sera jamais perdu. C'est sage et c'est intelligent de le faire. Et puis, sinon, je vous encourage à réécouter peut-être l'émission, à prendre des notes. Et puis, vous l'avez dit, hein, franchement, on revient là-dessus quand même avant de terminer. Internet, docteur Google, ça fait pas partie de la prescription? Non. Non, non, non. Écoutez, il y a de bonnes choses dessus. Hein. Bon, il y a des patients qui m'épatent, hein, mais ils vont beaucoup trop loin. Confiez-vous, s'il vous plaît, aux personnes qui ont fait 10 ans,
têtus. On aurait leur diplôme. Allez les voir. Du coup, faites confiance. C'est très important d'avoir confiance dans son médecin. C'est une relation de confiance. Donc, prenez-vous en charge. Moi, personnellement, je soigne pas directement mes enfants, hein. Je délègue les personnes proches. On n'est pas dans l'objectivité. On peut pas s'auto-soigner non plus. On n'est pas objectif, hein. Donc, faut être raisonnable. À chacun son métier. Laissez-vous porter par les professionnels de santé dans ce domaine-là. Donc, on veut soi-même être son propre docteur, sans formation et sans diplôme, et qu'on n'est pas du tout objectif sur la situation. C'est encore pire. Alors là aussi, c'est un conseil de bon sens, mais je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous. Merci beaucoup, Azadeh, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à toutes nos questions un petit peu pêle-mêle sur la santé de la femme. Mais je crois que ça a apporté pas mal d'éléments de réponse. Alors, écoutez, j'espère à bientôt. Et puis, encore un grand merci. Merci d'avoir fait toutes ces études pour nous. Merci, bye bye. Bye bye. Et puis on se retrouve mercredi pour une prochaine émission. Bye bye.